Jean-Paul Gaultier. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans le monde de la mode. Mais alors, c'est qui ce Jean-Paul? L'homme avec sa fameuse marinière, celui qui a transformé les podiums en scènes de théâtre? Si vous avez grandi dans les années 80 ou 90, vous l'avez sûrement déjà vu à la télé, dans des pubs ou sur les tapis rouges. Gaultier, c'est un peu comme cet ami excentrique qu'on adore tous, imprévisible, talentueux et toujours là où on ne l'attend pas. Ce génie créatif a pris des corsets, des kilts, des imprimés fous et les a transformés en icônes. Mais voilà, il ne s'est pas arrêté là. Jean-Paul ne connaît pas de limite. Alors un jour, il décide de sortir des podiums et de s'attaquer au parfum. Et pas n'importe comment. Lui, il ne veut pas juste un parfum qui sente bon. Non, il veut un parfum qui parle, qui raconte une histoire sur la masculinité. Mais pas la version classique avec des gros muscles et des barbes de 3 jours. Non, il veut un parfum qui casse les clichés. Vous voyez le genre? Et c'est comme ça que tout commence. Jean-Paul, avec ses idées folles et son envie de bousculer les règles, se lance dans une aventure qui va marquer l'histoire de la parfumerie. On est début des années 90, un moment où tout le monde voulait sentir bon, le parfum n'est plus réservé à une élite, et quand je dis tout le monde, je parle des hommes aussi. À l'époque, les parfums masculins qui marchent, c'est Drakkar Noir, Eau Sauvage, Fahrenheit, des noms évocateurs et des senteurs qui en imposent. Et voilà que Jean-Paul débarque. Il se dit, Dior l'a bien fait, pourquoi pas moi? Mais franchement, ce n'est pas gagné. Le marché est saturé. Les marques se battent à coups de campagne marketing XXL. Les hommes veulent sentir le cuir, le muscle, le bois, le viril quoi. Et Gaultier, lui, il arrive avec une vision complètement différente. Il veut parler aux hommes, mais pas uniquement. Il veut aussi parler à ceux qui veulent s'exprimer autrement, ceux qui osent être différents. Et souvenez-vous, à l'époque, l'ouverture d'esprit de la société n'était pas forcément celle de maintenant. Mais voilà, vouloir c'est bien, encore faut-il avoir l'idée du siècle. Et c'est là que tout se complique. Comment créer un parfum qui se distingue? Comment capter l'attention dans un monde où de nombreuses pistes olfactives ont déjà été explorées et tout semble déjà sentir la perfection? C'est là que le destin entre en scène. Comme un invité surprise qui change tout. Jean-Paul, en pleine recherche de son parfum révolutionnaire, croise la route d'un jeune prodige, Francis Kurkdjian. Et quand deux prodiges se rencontrent, ça ne peut donner qu'un super résultat, non? Qu'en pensez-vous? Et donc Francis Kurkdjian, vous ne le connaissiez certainement pas à l'époque, mais aujourd'hui son nom est plus que reconnu dans la haute parfumerie. Imaginez un jeune homme de 25 ans, fraîchement diplômé de l'école de parfumerie de Versailles. Francis est passionné, mais encore inconnu du grand public, un peu timide, presque effacé dans son attitude, mais avec un nez capable de capter et de mélanger les odeurs comme un virtuose compose une symphonie. Et bien ce jeune homme, c'est Francis Kurkdjian. Et Jean-Paul, fidèle à son flair pour repérer les talents, le remarque tout de suite. Jean-Paul Gaultier souhaite le rencontrer sans attendre. Et oui, il a une mission pour lui, pas n'importe laquelle. Créer un parfum qui casse les codes. Un parfum qui déroute. Un parfum qui ne ressemble à rien de connu. Et vous vous en doutez, sinon je ne serais pas là à vous raconter l'histoire, Francis accepte. Et là, le vrai défi commence. Francis ne se contente pas de mélanger les ingrédients. Non, il décide de vivre l'univers de Jean-Paul. Il assiste à ses défilés, observe ses créations pour s'imprégner de son monde. Il voit ses marins tatoués, cette marinière qui revient comme un leitmotiv, et il comprend. L'audace, la sensualité, le jeu des genres, tout ça doit être capturé dans une odeur, puis mis dans une bouteille. Pendant des semaines, Francis travaille d'arrache-pied dans son laboratoire. Lavande, oui, c'est un bon point de départ. Une senteur classique, presque nostalgique. Mais ce n'est pas assez. Il ajoute des touches orientales. De la vanille, douce et envoûtante, qui apporte une sensualité inédite. Puis des notes épicées, pour donner un coup de fouet et affirmer la masculinité. Et enfin, il équilibre tout avec une harmonie subtile, ni trop sucrée, ni trop sèche. Un jour, impatient d'en savoir plus, Jean-Paul entre dans le laboratoire. Francis lui tend une fiole. « C'est prêt », dit-il. Jean-Paul prend une inspiration, il ferme les yeux, laisse les notes l'envahir. Et il sourit. « On y est », dit-il simplement. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de mots superflus. Ce parfum, ce n'est pas juste une odeur, c'est une histoire. Une histoire qui parle d'audace, de liberté, de sensualité. Tout ce qu'incarne Jean-Paul Gaultier. Francis venait de créer un chef-d'œuvre. Mais il ne le savait pas encore. Ce parfum allait changer sa vie, et celle de Jean-Paul. Et soyons honnêtes, peut-être même un peu la nôtre. 1995, tout est prêt. Le parfum a une odeur unique. Mais ce n'est pas tout. Jean-Paul veut aller plus loin. Il veut que tout dans ce parfum soit iconique. Alors il crée un flacon en forme de torse masculin. Et pas n'importe quel torse. Un marin avec une marinière. On peut dire que c'est simple, efficace et totalement Gaultier. Le flacon seul, c'est déjà une révolution, car à l'époque, les flacons de parfum étaient plutôt conventionnels. Les hommes n'ont jamais vu ça. C'est beau, c'est osé, c'est sexy. Mais Jean-Paul ne s'arrête pas là. Il lance une campagne publicitaire qui casse tous les codes. Des marins, des danses sensuelles, de la provocation et beaucoup de style. Tout le monde en parle. Tout le monde veut sentir le mal. En quelques mois, le parfum devient un phénomène. Une bouteille est vendue toutes les 6 secondes dans le monde. Et ce succès, c'est pas juste un coup de chance. C'est l'audace de Jean-Paul, la créativité de Francis et un marketing qui ne laisse personne indifférent. Mais toute révolution s'accompagne de critiques, et le mal n'a pas échappé à cette règle. Lorsque le mal a fait son entrée en 1995, c'est d'abord le flacon qui capte tous les regards. Ce torse de marin musclé, habillé d'une marinière en verre dépoli, fascine autant qu'il dérange.
Pour certains, c'est une œuvre d'art, un clin d'œil à l'audace et au style flamboyant de Jean-Paul Gaultier. Pour d'autres, c'est trop osé, trop suggestif. À l'époque, nous n'avions pas encore les réseaux sociaux, mais dans les magazines, les éditos se déchaînent. Un torse sur un parfum ? À quoi bon ? Provocation gratuite ou génie marketing ? Mais Jean-Paul, fidèle à lui-même, répond avec un sourire malicieux. Si ça fait parler, c'est que j'ai touché juste. Et quasiment 30 ans plus tard, on peut dire qu'il n'avait pas tort. Au-delà du flacon, c'est aussi la composition du parfum qui suscite les réactions. Le mâle mélange des notes de lavande, traditionnellement associées à la fraîcheur et au classicisme masculin, avec des touches orientales vanillées presque sucrées. Un équilibre entre force et douceur, entre tradition et modernité. Pour certains, ce parfum est une révolution olfactive, une invitation à redéfinir la masculinité, mais pour d'autres, cette douceur est trop féminine. À une époque où les parfums masculins sont dominés par des senteurs boisées et cuirées, cette approche fait grincer des dents. Et puis il y a les publicités. Ces clips audacieux avec plein de marins dansant et de sensualité assumée, c'est une véritable claque visuelle. Mais les chaînes de télévision reçoivent des plaintes. Des spectateurs jugent les campagnes trop provocantes, trop ambiguës. Les plus conservateurs crient au scandale. Ce n'est pas un parfum, c'est un manifeste. Mais là encore, Jean-Paul Gaultier reste imperturbable. Il sait que chaque critique alimente la conversation, que chaque controverse solidifie la légende de son premier parfum pour homme. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, les ventes explosent. Pour Jean-Paul Gaultier, la polémique n'a jamais été une faiblesse. Au contraire, elle est devenue une force. Si on ne fait pas parler, on n'existe pas, disait-il souvent. Et oui, il n'a pas volé son surnom d'enfant terrible de la mode. Et il avait raison. En quelques années, le mâle est devenu plus qu'un simple parfum. Il s'est imposé comme un symbole de liberté et d'audace. Il a prouvé qu'il était possible de réussir en cassant les codes et en défiant les normes. Aujourd'hui encore, près de 30 ans après son lancement, le mâle reste une icône. Il continue à être un best-seller à travers le monde. Sa réputation reste intacte malgré, ou peut-être grâce, aux tempêtes qu'il a traversées. Parce que parfois, c'est dans la controverse que naît la gloire. Alors vous l'aurez compris, le mâle ce n'est pas qu'un parfum, c'est un symbole, qui rappelle que parfois il faut oser bousculer les règles pour se faire une place. Jean-Paul Gaultier et Francis Kurkdjian ont montré que l'audace paye. Que quand on croit en ses idées, on peut faire en sorte qu'un simple parfum devienne une légende. Rien que ça. Et voilà, cette petite histoire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que ce format différent. Dites-nous aux commentaires si déjà vous connaissez ce parfum, si vous l'avez déjà senti, si vous le portez, ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il représente pour vous. Comme vous le savez peut-être, j'en ai parlé dans une autre vidéo, moi-même je l'ai eu étant plus jeune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. À bientôt les amis.